Enregistrement. Mes chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous recevons cet après-midi avec le rapporteur Cédric Roussel, M. Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais, accompagné de Patrick Iliou, directeur général adjoint. Monsieur Aulas, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Votre longue expérience à la tête de l'Olympique lyonnais, 34 ans je crois, sera précieuse pour les travaux de notre mission à l'heure où le football professionnel connaît une crise inédite dans son histoire et où les rebondissements dans l'attribution des droits de diffusion de la Ligue 1 sont presque quotidiens, malheureusement. De Mediapro à Amazon, en passant par la crise sanitaire, je souhaiterais donc vivement entendre votre point de vue sur ce que sont aujourd'hui en train de traverser les clubs français. Et en particulier, je tiens également à souligner que l'Olympique lyonnais est souvent considéré comme un modèle de bonne gestion financière d'un club de football. Peut-être avez-vous donc des idées à partager, je pense que vous en avez, pour assainir un secteur qui en a grandement besoin aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse la parole pour un exposé liminaire de 10 à 15 minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la mission et notamment notre rapporteur Cédric Roussel. Vous avez la parole. Bien, merci à l'Assemblée nationale et ses représentants d'avoir organisé cette audition. C'est avec beaucoup de plaisir, évidemment, que j'y participe, parce que je pense qu'on doit pouvoir, d'une part, faire passer un certain nombre de messages, et puis aussi apporter peut-être plus d'explications à ce qui paraît, vu de l'extérieur, peut-être un peu mouvementé en termes d'expérience audiovisuelle. Et puis, j'aurai plaisir sûrement à vous proposer peut-être un certain nombre de sujets économiques dont le football français des clubs a bien entendu très, très besoin. Sur le plan de la crise ou de l'évolution des droits, je dois dire que, en fait, l'explication de cette déconvenue avec Mediapro est aussi, je dirais, une suite logique d'un certain nombre de situations qui sont quelquefois méconnues, avec un modèle en termes de retransmission de droits télé qui est assez spécifique à la France, avec peu de partenaires et en fait une obligation d'être toujours imaginatif pour essayer de créer l'attention, de créer l'intérêt d'un certain nombre de nouveaux intervenants. Et c'est vrai que l'arrivée de Mediapro, qui est considéré sur le plan européen comme un partenaire crédible, Mediapro travaille en Espagne de manière permanente. Mediapro avait obtenu aussi un certain nombre de droits sur le plan européen, a créé une situation qui est une situation très difficile pour les clubs français, mais qui était difficile néanmoins à prévoir, dans la mesure où, en fait, l'appel d'offres qui a permis de faire en sorte de choisir les intervenants était un appel d'offres assez traditionnel sur le plan de sa conception, mais aussi sur le plan du modèle. Et on voit bien d'ailleurs que si Mediapro a été mise en difficulté probablement par cette solution qu'elle avait préconisée ou qu'il avait préconisée, c'est aussi dans l'exécution du choix qu'il avait fait, qui était d'être redistribué par un certain nombre de supports. Et n'ayant pas pu convaincre ses distributeurs, il s'est retrouvé en difficulté. On voit que dans le même appel d'offres, d'ailleurs, beIN avait concouru et obtenu le lot numéro 2 dans des conditions d'attribution tout à fait normalisées. Et on voit bien que cette normalisation de l'appel d'offres était
tout à fait traditionnel, puisque quelques mois après l'appel d'offres, Canal est allé et signer un accord de distribution exclusive avec beIN, et d'autre part, pour être présent dans ce championnat, eh bien proposer le rachat pur et simple, enfin la sous-licence pure et simple de ce lot numéro 2, dans des conditions qui étaient celles de l'attribution. Donc on peut bien sûr imaginer qu'il y avait quelque chose d'artificiel dans la valorisation, mais on peut aussi remarquer que quelques mois après, et en toute liberté de choix, ce lot a été réattribué de manière tout à fait volontariste à Canal, et qu'à l'époque on ne parlait pas de conditions particulières, mais simplement de l'exécution d'un contrat qui avait choisi ses décideurs avec Mediapro et beIN, et Free aussi sur la partie mobilité. Donc voilà, donc après, c'est vrai que ayant modifié de manière assez structurelle l'ordre des choses, un certain nombre d'informations sont parvenues sur la solidité ou non de Mediapro. Et probablement avec le recul, on le dit aujourd'hui parce qu'on a souvent analysé les choses au niveau des présidents de clubs de manière contradictoire et postérieure à la décision. S'il y avait eu un certain nombre de garanties ou d'acomptes qui auraient permis peut-être de se retrouver en situation difficile de toute façon, mais avec un délai qui nous laissait le temps de réagir, les choses auraient peut-être été un peu différentes. Mais globalement, on peut dire que c'est vrai que c'était un jour, bon, je sais que ça a surpris certains que l'on dise que c'était un jour heureux pour le football français, mais l'attribution à plus d'1,1 milliard de droits qui était en nette évolution pour le football français, mais qui n'était pas divergent des autres pays. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Anglais sont très très au-dessus, mais aussi la plupart des pays européens, l'Italie, l'Espagne, dans lequel sévissaient Mediapro et beIN par ailleurs, qui sont aussi les détenteurs d'une partie de droits, faisaient en sorte de rendre certes heureux les présidents de clubs d'obtenir un contrat comme ça, mais pas de manière complètement anormale si on se réfère à un marché qui est un marché européen des droits, qui a toujours été en évolution positive. De la même manière, les attributaires étaient aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des partenaires de l'UEFA. Et donc, c'est vrai qu'à posteriori, on se dit, mais est-ce que les choses étaient vraiment sérieuses? Est-ce que les candidats ont été suffisamment auscultés au préalable? En fait, on avait affaire à un appel d'offres qui permettait de réduire l'écart avec les 4 autres nations européennes concurrentes de la France, et deuxièmement avec des partenaires qui sévissaient aussi dans les autres soit championnats, soit l'UEFA. Donc voilà. Alors après, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que certes Mediapro a été mis en difficulté tout de suite par la crise, parce que on était à la sortie de l'exercice 2020 dans une situation où le football français, le championnat français s'était arrêté. Donc était-ce une bonne décision? Moi j'ai toujours été convaincu que ce n'était pas une bonne décision. Au départ, on a pensé que les autres championnats allaient aussi s'arrêter, mais en fait, personne ne s'est arrêté, sauf la France. Et pourquoi je rappelle ça? Parce que ça a créé, sur le plan économique, en France, une situation aggravée. Même nos droits de l'exercice ont été arrêtés. Et moi, je me souviens très bien, participant au conseil d'administration de la Ligue, à cette époque-là, on a appris en même temps et le fait qu'il était possible de s'arrêter, puisque le Premier ministre à l'époque avait indiqué
sous une forme d'ailleurs qui n'était pas très formalisée, les championnats professionnels, et en particulier de football, pouvaient s'arrêter. Mais le même jour, on a été informé que Canal arrêtait les retransmissions. Donc on s'est retrouvé, je dirais, du fait de la position aussi de Canal, devant une situation qui économiquement faisait qu'on n'avait plus les ressources télévisuelles de l'exercice. Est-ce que ça a facilité l'arrêt, ou est-ce que ça l'a légitimé, ou est-ce que voilà. Mais on s'est retrouvé donc très vite en situation économique dégradée, avec, par rapport aux autres nations, un manque évident, puisqu'on était à huis clos sur le plan de la billetterie, mais aussi sur le plan des droits télé, avec un manque à gagner qui, je crois, était à l'époque de l'ordre de 250 millions. C'est ce qui a motivé aussi, je pense, la souscription d'un PGE pour la Ligue, pratiquement en même temps, c'est-à-dire arrêt d'un côté des droits télé et de l'autre côté souscription, dans des conditions un peu particulières, parce que la Ligue s'est substituée aux clubs qui eux-mêmes ne savaient pas bien dans quelles conditions ils pouvaient avoir un PGE à titre individuel et bénéficier de ces règlements de la Ligue. Tout ça donc pour expliquer que c'est une situation très très particulière qui a prévalu et qui a en fait positionné le football français avec toutes ces pertes sur cet exercice-là, préalablement à l'exécution du contrat de Mediapro, dans une situation qui était une situation particulièrement difficile. Je dirais aussi que, bon, pour avoir écouté attentivement comme mes présidents de club le président James Roures, président de Mediapro, à l'époque, lui était persuadé que les matchs de Mediapro seraient distribués par Canal+. Donc on l'a cru, parce qu'on pensait que l'accord allait intervenir. Et les mois ont passé. La reprise, alors cette fois-ci, des matchs en France, mais à huis clos, c'est faite, mais dans un contexte économique très très dégradé. Et c'est vrai que je pense que ça a joué aussi sur la situation financière et économique de Mediapro, sur cette situation qui a vu que le football français se retrouvait sans partenaire de diffusion au dernier moment, et avec les conséquences que l'on connaît. Donc voilà, donc tout ceci débouche sur un contexte où les clubs français étaient déjà, pour la plupart, avec des fonds propres extrêmement faibles, donc pas de capacité de résister à une crise économique violente. Et le fait de jouer à huis clos, l'exercice qui vient de se terminer 2021, additionné à cette crise des droits télé, additionné au fait que, puisqu'il n'y avait pas de match avec des spectateurs, on pouvait avoir aussi un certain nombre de déficits sur le plan des partenaires économiques. On a beaucoup de partenaires économiques qui se sont mis en veille et en attente. Voilà, donc la perte, et personnellement je l'avais un peu intuité dès l'année précédente, a été de l'ordre du milliard d'euros pour les clubs français. Ceux qui pouvaient ont imputé ça sur leurs fonds propres. Ceux qui ne pouvaient pas ont remis un peu de fonds propres et d'investissement. Je crois que Jean-Marc Mekeller vous l'a expliqué, les montants qui ont été remis au pot cette année sont de l'ordre de 500 millions d'euros par les entrepreneurs ou par un certain nombre de garanties d'établissements financiers. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation où, quand une entreprise perd 70% de son chiffre d'affaires et que vous n'avez pas la possibilité de réduire, alors on a eu les mesures sur le plan social de chômage partiel qui ont été positives.
On a eu un certain nombre de mesures, mais très tardivement, c'est encore pas débloqué d'ailleurs, parce que sur le plan trésorerie, les clubs n'ont pratiquement pas rien perçu jusqu'à maintenant, du fonds de solidarité. Très complexe à gérer parce que les règles qui déclenchent ces mesures sont des règles qui ne sont pas adaptées au football, où on peut avoir sur le plan des cycles mensuels des variations, y compris par rapport à l'année précédente. Et comme le calcul se fait sur cette base de référence, plein de clubs n'ont pas pu percevoir. Il a fallu trouver un certain nombre de correctifs. Voilà. Mais en tout cas, on peut dire que contrairement peut-être à l'événementiel, voire même aux agences de voyage, les clubs français ont été extrêmement maltraités et se retrouvent dans une situation qui est une situation très, très difficile. On a pu limiter un certain nombre de charges, mais évidemment les contrats des salaires qui représentent 60, 70, 80% quelquefois de la totalité des charges des clubs ne pouvaient pas être revus. Très peu de joueurs ont accepté d'avoir un certain nombre de réductions. Nous-mêmes, puisque le club est coté en bourse, on a un peu innové, on a proposé des solutions qui permettaient aux joueurs d'être réinvestis en actions sur les sommes qu'ils acceptaient de réduire sur la masse salariale. Bon, mais c'était évidemment assez limité, et en tout cas limité aux clubs qui étaient cotés en bourse. Mais globalement, il y a très peu de clubs qui ont eu la possibilité de réduire leur masse salariale du fait du principe du contrat à temps. Donc tout ceci fait que 70% du chiffre d'affaires évaporé, des charges de structure quasiment fixes, eh bien la situation s'est vraiment développée. Heureusement, le PGE a parfaitement joué son rôle dans les clubs. Sans le PGE, je pense que la plupart des clubs qui ont pu y avoir accès auraient été en dépôt de bilan. Et ce qu'il faut maintenant, c'est repartir, c'est relancer l'activité. Et je pense qu'aujourd'hui, pour un secteur d'activité comme le football, qui souhaite se relancer très vite avec des entrepreneurs, il manque un dispositif qui permettrait d'accompagner les vrais entrepreneurs, ceux qui ont des projets générateurs d'emplois, soit sur le plan de la construction de salles, de stades, soit sur le plan des projets productifs d'entreprises traditionnelles. Et on ne trouve pas aujourd'hui, parce que le football est un secteur qui quelquefois a été, on va dire, mis un peu de côté par les banques, on ne trouve pas cet accompagnement qu'on pourrait trouver probablement dans d'autres domaines. Les banques sont très frileuses. Donc moi, j'imagine qu'on pourrait faire en sorte de faciliter la reprise, de faire bénéficier ceux qui ont de vrais projets d'investissement et donc de création d'emplois, d'une sorte de PGE d'investissement. Alors j'ai repris PGE parce qu'il faut trouver une relation avec les banques qui permette de faciliter, sans avoir à demander ce que font d'ores et déjà pas mal de banques, des garanties personnelles, des garanties individuelles, et donc d'aller vers ce qui d'ailleurs aux États-Unis fait le succès de la relance du plan Biden, c'est-à-dire un plan d'investissement garanti par l'État ou des filiales ou des sociétés d'investissement en relation avec l'État, je pense bien sûr à la BPI ou à d'autres, mais qui permettrait de faire la sélection entre ceux qui veulent boucher des trous et ceux qui veulent véritablement participer à la relance et à la création d'emplois, à la création de valeur. Donc voilà j'ai une analyse a priori un peu globale, sans rentrer trop dans les détails pour l'instant, mais de comment on a vécu alors j'ai pas parlé de la solution qui vient d'arriver avec Amazon, mais je pense qu'il y aura peut-être des questions qui viendront. Comment on a vécu cet échec sur les droits télé, cet arrêt du championnat français qui a tout faussé, et puis cette année qui vient de se terminer avec 70% des recettes des clubs qui ont disparu.
Merci, Monsieur le Président. Simplement, avant de donner la parole à Cédric Roussel, vous avez évoqué la question des joueurs dans les clubs qui avaient accepté ou pas des baisses de rémunération. Est-ce que la Ligue a fait un bilan du nombre de joueurs que ça concernait dans l'ensemble des clubs dans notre pays, et voilà, si ça touchait un volant important ou pas? Bon, j'ai pas de bilan officiel, mais bon, pour avoir discuté avec tous mes collègues présidents, et en particulier au sein du collège de Ligue 1, qui est présidé par Jean-Pierre Caillou, c'est peut-être lui qui pourrait vous donner plus d'éléments, mais c'est très très réduit. Il y a eu quelques clubs sur les 2 ou 3 derniers mois de l'année, et dans des proportions qui ne dépassent pas 10%. Voilà. Mais comme ce n'était pas du tout une mesure obligatoire, c'était quand même laissé à la bonne volonté de chacun des joueurs. Nous, on a eu, il faut le signaler, parce que c'est tout en faveur des sujets de parité féminine, notre équipe féminine professionnelle, qui, comme vous le savez, est une des meilleures équipes européennes, pour ne pas dire la meilleure. Bon, elles se sont mobilisées beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus simple, voilà, avec des prises en charge de leur rémunération sur plusieurs mois de 10 à 25% des rémunérations. Et la même question, Régis, à l'échelle des autres grands championnats européens, sur ce geste des joueurs, parce que vous avez beaucoup parlé du Barça, où les joueurs effectivement avaient refusé. Est-ce que vous avez une visibilité là-dessus? Alors, on a lu un certain nombre de choses, mais à chaque fois que j'ai pris contact, ayant le privilège de l'âge et de l'expérience et de bon contact avec la plupart des présidents européens, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites et peu de réalisations. Dans la pratique, bon, la Juventus avait annoncé un accord, bon, qui après a été modifié. Bon, la Juventus est comme nous, coté en bourse, donc ils ne peuvent pas dire des choses différentes de la réalité. Donc souvent, ça a été plutôt des mesures de trésorerie que des mesures de charge d'exploitation. C'est-à-dire que les joueurs ont plutôt accepté d'être réglés sur le plan de leur rémunération postérieurement à la fin du championnat et en fonction des droits télé de chacun des championnats. Et comme tous les autres championnats ont fonctionné normalement, sauf le championnat français, ils ont perçu avec un délai leur rémunération, mais dans la plupart des cas, ça a été comme ça que ça a été réalisé. Monsieur le rapporteur. Alors, et en fait, vous appuyez sur votre... C'est une gymnastique, en fait, mais... Alors, merci Monsieur le Président, et merci Président Aulas de répondre encore une fois donc positivement à l'invitation à débattre. Vous avez compris l'objet de cette mission d'information et déjà de pouvoir donner un même niveau d'information sur une situation passée qui est un fait divers, qui est donc le cas, j'ai envie de dire le fiasco Mediapro, en tout cas le cas Mediapro, qui est j'espère un cas d'école unique, mais qui doit nous amener justement à comprendre qu'est-ce qui nous a amené à cette situation et essayer d'éviter donc à nouveau de la revivre, ce qui n'exonère pas, et on pourra en rediscuter, aussi des outils de relance dont vous avez parlé. Mais déjà, pour être très précis, parce qu'on a auditionné beaucoup d'acteurs, je voulais juste que vous rappeliez quel était votre rôle lors de l'attribution des droits TV. Est-ce que vous faisiez partie du comité de pilotage qui avait été mis en place par Didier Quillot ou pas? Oui, alors j'ai été rattrapé, on va dire. J'étais sur le banc des remplaçants. Et comme ça est apparu un peu étonnant, on m'a effectivement demandé de venir à la fin, c'est-à-dire au moment de l'attribution des droits. Bon, et donc j'ai participé le jour de l'attribution, au fameux jour à ce comité de pilotage. Tu es un peu le joueur joker, c'est ça? C'est le money time remplaçant, d'accord. Du fait, là encore c'est le privilège de l'âge, bon, j'avais vécu les 4 derniers appels d'offres en direct, alors là depuis le début, et bon, il faut reconnaître d'ailleurs que bon, l'appel d'offres en tant que tel a été bien mené, puisque même si derrière Mediapro n'a pas tenu ses engagements,
le fait d'avoir créé, on va dire, une rupture dans l'attribution des droits, c'est toujours en termes de concurrence un effet salutaire, quoi. Voilà. Bon, après, probablement qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au moment de l'attribution, c'est possible. Ouais, voilà. Ma question, c'était pour amener une autre question, hein, qui n'était pas du tout une question à charge, j'ai envie de dire, pas du tout. Mais c'était pour faire le lien avec la première audition que nous avons eue avec Jean-Marc Micheler, qui pointait du doigt, bien sûr, quelques solutions que tout le monde peut voir a posteriori, hein, lorsqu'on refait le match, à savoir donc allonger la durée des contrats, avancer la date de règlement des paiements, ce qui a été pour part fait en réaction aux appels d'offres qu'on a suivis donc par la LFP, aussi demander des garanties financières fortes, parce que c'est là où on l'a peut-être découvert, mais que l'employabilité et l'action des garanties étaient en fait inexploitables. Mais il pointait aussi quelque chose qui nous a semblé intéressant. Notamment, il proposait de séparer rigoureusement au sein de la Ligue les personnes chargées de la prospection de celles chargées de l'instruction des candidats. Mais ça va dans le sens de ce que vous disiez en disant que vous avez de l'expérience. Oui, vous avez de l'expérience, et l'expérience va avec les compétences, et plutôt une diversité de compétences. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Bon, de toute façon, Jean-Marc est un spécialiste de l'audit, donc il est sûrement parfaitement bien placé pour en faire l'exégèse a posteriori. La recherche et la commercialisation des droits, pour reprendre un terme, puisque c'est la recherche de partenaires, et la définition des formats, la définition des interventions des différents partenaires dans des fenêtres, dans des diffusions, est faite par les services de la Ligue. C'est-à-dire que le comité de pilotage est là pour, on va dire, essentiellement redresser un certain nombre d'orientations, mais qui sont des orientations stratégiques. Par contre, la recherche de partenaires, la définition contractuelle, c'est fait directement par les services de la Ligue, qui sont des services spécialisés dans le droit audiovisuel, dans l'expérience de diffusion, y compris dans d'autres pays. Et puis, il y a à côté des cabinets d'avocats, qui sont des cabinets extrêmement spécialisés, qui interviennent, parce que ce sont des cabinets internationaux, pas uniquement auprès de la Ligue, mais qui interviennent dans d'autres domaines, d'autres nations ou d'autres compétitions. Je crois qu'en l'occurrence, le cabinet qui assiste la Ligue intervient aussi sur le rugby, Donc ce sont des gens vraiment très spécialisés. Le comité de pilotage est là essentiellement pour valider les aspects stratégiques de l'appel d'offres et assister avec les huissiers au dépouillement. Voilà. Après, dans la recherche au jour le jour des partenaires, la discussion en amont de l'appel d'offres, c'est-à-dire tout ce qui permet en fait d'identifier les gens qui vont répondre à l'appel d'offres et de pouvoir aussi, il faut le dire, faire un appel d'offres qui soit complémentaire à plusieurs partenaires, parce que selon les grilles qui sont proposées, selon les heures de match qui conviennent à tel ou tel diffuseur, selon l'architecture même de l'appel d'offres, on peut aller rechercher plus un opérateur qu'un autre. Donc ça, c'est vraiment du travail des services internes de la Ligue, avec des gens spécialisés. Le comité de pilotage a un rôle plus politique, plus stratégique. Il aurait pu dire, en l'occurrence, mais est-ce que on a demandé une garantie aux partenaires? Alors on l'a demandé, ça a été demandé, et là il nous a été répondu que c'était impossible compte tenu de l'ampleur. C'était des contrats de 4 ans avec près d'1 milliard, donc demander une garantie sur la durée de près de 4 milliards, ça n'existait pas. Par contre, il y avait une garantie de la maison mère européenne qui, en l'occurrence, donc la maison mère était française et la maison mère européenne espagnole. Ça a été demandé. Après, dans la discussion
ce sont vraiment les avocats qui interviennent. Et on aurait pu d'ailleurs se demander à l'époque si il y avait un défaut, si ce n'était pas plutôt un défaut juridique qu'un défaut de comité de pilotage, vous voyez, en l'occurrence. Donc voilà. Mais par contre, dans le choix du partenaire en tant que tel, le comité de pilotage a vérifié que c'était un partenaire crédible, qui réussissait bien en Espagne, que quand ils sont venus expliquer leur projet, et ça pas uniquement au comité de pilotage, mais devant tous les présidents de club, ils ont bien insisté pour dire. D'ailleurs, ils avaient trouvé pratiquement tous les autres partenaires en matière de diffusion sur les autres supports. Ce qui a véritablement pas fonctionné, c'est avec Canal. Et à partir du moment où vous n'êtes pas distribué par Canal Satellite, c'était l'échec garanti. Ça fait le lien avec une autre question, c'est avec le recul, est-ce qu'une autre sortie de crise aurait été possible selon vous ? Vous faites référence à Écoutez, Vincent Labrune m'a beaucoup tenu au courant. Là aussi, j'ai le privilège de l'âge et de l'expérience. Franchement, il a formé un duo avec Marc Sénéchal qui était vraiment... ils y ont passé des jours et des nuits, et je pense qu'ils sont allés au bout de ce qui pouvait être demandé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que Mediapro revit de ses cendres, en fait, y compris en Espagne. Voilà. Mais franchement, pour avoir suivi de près, je pense qu'on a obtenu le maximum. Encore une fois, et c'est pour ça qu'on n'avait pas bien le choix, même après, il fallait, pour trouver une solution, qu'elle fonctionne avec Canal, puisque c'est lui qui distribuait. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'autre issue que celle qui a été trouvée à l'instant T. Alors, on reste sur juste cette partie donc Mediapro qui nécessairement amène la question de davantage de contrôle. Alors, je ne sais pas si le terme contrôle est peut-être celui adapté, mais en tout cas on va dire de supervision ou avec un regard un peu plus contradictoire, plus indépendant. Est-ce qu'il serait nécessaire pour vous, eu égard l'émission déjà de la DNCG, mais peut-être que justement on parlait d'une autre autorité indépendante et supplémentaire qui pourrait avoir justement cette mission de fiabilité du modèle économique, on va dire, du sport professionnel dans sa globalité, c'est-à-dire aussi bien sur la fiabilité des contrats audiovisuels, mais aussi une mission sur les contrats d'acquisition, vente des clubs, et pour le coup de l'ensemble aussi du sport professionnel, parce que je crois que la stratégie audiovisuelle, c'est une stratégie qui est un enjeu pour toutes les disciplines sportives françaises. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, personnellement, je pense pas que ça améliorerait les choses, ça les rendrait plus lourdes, plus complexes, moins réactives. Par contre, ce qu'il faut évidemment, mais c'est pas lié à l'audiovisuel, c'est lié à la libre concurrence, c'est faire en sorte de ne pas se retrouver dans un système qui fasse que vous êtes dépendant éventuellement d'une ou plusieurs structures. Vous savez, très vite, moi je siège donc à l'ECA et à l'UEFA avec Nasser, et très vite il m'a dit, tu sais, je suis très inquiet sur Mediapro, parce que économiquement on a des bruits, etc. Mais moi j'avais dit d'ailleurs à l'époque à Nasser, j'ai dit mais beIN a bien souscrit le lot dans les conditions en même temps que Mediapro. Donc on ne savait pas si à l'époque les bruits qui nous venaient essentiellement des opérateurs français étaient des bruits, on va dire, légitimes ou éventuellement dictés par éventuellement de la concurrence, ce qui aurait pu être tout à fait normal parce que les enjeux sont importants.
Voilà, mais comme je vous l'ai dit, Mediapro a candidaté aussi à l'UEFA. Alors l'UEFA avait une approche qu'on a adoptée d'ailleurs pour la suite, qui était différente, qui était de faire payer un acompte en garantie assez important. Je ne sais plus si c'est 2 ou 5% du droit. Ce qui fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est que si dès le début, vous avez un certain nombre de difficultés, ben, vous avez cet acompte qui permet de tenir le temps de réfléchir, de trouver d'autres solutions, etc. Donc on l'a appliqué par la suite. Par contre, de donner une garantie totale sur les droits, ça paraissait très, très difficile. Non, je pense que voilà, on est dans le droit contractuel. Il y a, on l'a bien vu d'ailleurs, puisque quand Canal a attaqué la Ligue, il y a eu le tribunal de commerce qui s'est penché sur la légitimité de l'appel d'offres. Puis après, dans l'environnement concurrentiel, le Conseil de la concurrence, les deux d'ailleurs ont rendu des jugements homogènes. Et moi, je pense que ça n'apporterait rien du tout, que ça ne ferait que compliquer les choses. Sur le système actuel d'appel d'offres, qui est à dimension, à échelle et imposé par l'Union européenne, est-ce qu'il donne suffisamment de stabilité au financement du sport par les droits de télé? Non, alors là, de manière claire et nette, pour faciliter des nouveaux entrants, il faut, et que la concurrence, dans un environnement technologique qui est très évolutif, on le voit bien avec l'émergence des nouveaux opérateurs, il faudrait une durée beaucoup plus longue sur les appels d'offres, bon, qui sont effectivement de droit européen, parce que aujourd'hui on est dans souvent une reconduction, et quand quelqu'un prend l'initiative d'intervenir de manière novatrice sur le marché, eh bien il est limité dans ses investissements, parce que la rentabilité de l'investissement initial qui est lourd, hein, le ramp-up, c'est la montée en charge des droits, enfin, et des utilisateurs, fait que on est dans une durée trop courte. Donc ce serait formidable de trouver avec peut-être les autres pays sur le plan européen une durée de droit qui serait beaucoup plus longue et qui favoriserait et la concurrence et je dirais une certaine forme de stabilité, parce que ça donnerait plus de stabilité aux opérateurs intervenants. Vous avez parlé, oui, c'est une danse. Vous avez parlé tout à l'heure donc de la valeur du championnat français, et notamment vous êtes revenu sur ces jours heureux, ce jour heureux donc de 2018 qui consacrait donc une valorisation historique pour le championnat français. Aujourd'hui, donc le championnat français n'est pas valorisé à la hauteur des autres grands pays européens. Alors marketing, droits télé sous-évalués, l'attractivité internationale aussi des droits, l'investissement, peut-être l'intérêt des matchs. Qu'est-ce qui explique pour vous alors, est-ce que vous considérez qu'il est sous-valorisé encore aujourd'hui, ou est-ce que c'est une idée pieuse? Non, il est effectivement sous-évalué. Alors pour plusieurs raisons. Bon, déjà pour légitimer le fait qu'il est sous-évalué, c'est qu'en août 2020, en août 2020, oui, les deux clubs français sont demi-finalistes de la Champions League. Bon, je suis bien placé pour le savoir, puisque Lyon en faisait partie, mais aussi le Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que 2 des 4 demi-finalistes étaient français, et ce n'était pas par hasard, c'est parce que la qualité des équipes, la qualité des stades, bon, on a eu l'Euro 2016 qui a permis de faire 10 stades nouveaux, ou améliorés, ou transformés, fait que on a d'une part, comme en Angleterre ou en Italie, des investisseurs étrangers qui sont arrivés. Deuxièmement, la formation à la française qui est la meilleure d'Europe. Et là aussi, Lyon est bien placé pour le savoir, parce que ça a été à la base
beaucoup de nos succès. Et puis, donc, un certain nombre de moyens économiques qui ont été mis à la disposition des clubs par les investisseurs dans des stades où le spectacle est bon. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui freine alors cette valorisation? C'est plusieurs choses. On est dans une approche marketing de droit télé où c'est l'élite qui fait la valorisation. Et en France, on a une idée qui est une idée beaucoup plus participative, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus de répartition. On saupoudre les droits de manière à faire en sorte que c'est presque un péché d'être, on va dire, parmi l'élite, d'être plus gros, d'obtenir plus de revenus de l'UEFA, etc. Et donc, même si on a quelques clubs dans les rankings de l'UEFA, vous avez Paris-Lyon, puis après, il faut tomber assez bas, parce qu'au cours des 10 dernières années, il n'y a pas eu de constance dans les résultats. Donc, comme une grosse partie de l'argent européen est délivré sur les gens qui participent à l'Europe régulièrement et qui après réinvestissent en France, on a un déficit très fort de circulation la circulation de l'économie européenne au niveau de ses droits. Bon, on doit le dire aussi, quand Lyon, il y a quelques années, était champion de France, la quasi-totalité des transferts se faisait avec des clubs français de manière à faire circuler. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, en fait, on est privé de la valeur des talents français qui arrivent ou qui viennent. Il n'y a pas cette circulation totale. Donc, on est dans un modèle culturel qui ne privilégie pas l'élite et qui fait qu'on n'a pas su bénéficier de cette position. Probablement que aussi la structure de l'environnement audiovisuel en France n'a pas favorisé, et ce qu'on vient de vivre le montre bien, parce que bien que ayant rechangé l'ensemble des opérateurs, on nous imposait des contrats encore inférieurs à ce qu'on avait avant. Donc voilà, donc on est dans un environnement beaucoup trop culturellement tourné vers le partage, et deuxièmement, dans un environnement audiovisuel qui est quand même assez concentré, donc abaissant d'une certaine manière les revenus. Bon, peut-être aussi qu'on n'a pas su à un moment ou à un autre faire en sorte que la technologie vienne trouver une alternative à ce qui avait été fait. C'est ce qu'on essaye de faire, la Ligue essaye de faire avec Amazon aujourd'hui. Et je pense que c'est nécessaire parce que, je vous dis, on est revenu quand même après l'épisode Mediapro à un épisode antérieur, mais avec une diminution tout à fait drastique des droits par rapport à Amazon, mais inférieure à ce qui était prévu avant. Et on a bien failli y rester encore 4 ans de plus, quoi. Pardon. Comment est-ce qu'on limite cette télédépendance, bon, qui s'est un peu limitée, on va dire, d'elle-même, naturellement, malheureusement. Est-ce qu'il est vraiment possible de diversifier les sources de revenus d'un club professionnel de foot, ou c'est une idée pieuse? Bon, déjà là, on est dans une économie qui devient européenne. Donc le modèle n'est pas uniquement français. Il faut regarder ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Italie et ce qui se passe en Espagne. Et on se rend compte qu'effectivement, les autres clubs européens ont peut-être moins de difficultés que les clubs français. Alors d'une part parce que
il y a eu, sur le plan des droits télé, et c'est ce qui alimente en fait la spirale virtueuse, un certain nombre de droits plus élevés ailleurs, mais aussi culturellement des principes. Bon, la plupart des clubs anglais sont propriétaires de leur stade, les clubs espagnols aussi, les clubs italiens essayent de le faire, et en tout cas un certain nombre l'ont fait et s'en portent plutôt bien. Donc il y a des modèles traditionnels en France qui ont quand même pas facilité cette structure, on va dire, de coûts et d'environnement qui fasse que le modèle français... voilà. Par contre, on a des atouts incroyables. Bon, on l'a dit tout à l'heure, la formation à la française est la meilleure d'Europe. Donc il aurait fallu, en termes de droit, plus vite qu'on ne l'a fait, là c'est en cours de discussion, mais faire en sorte que le premier contrat pro permette non pas d'être de 3 ans, mais probablement de 5 ou 6 ans, et faire en sorte que les clubs qui forment des joueurs aient la certitude qu'ils ne s'en aillent pas gratuitement à l'extérieur, puisque un joueur qui arrive en fin de contrat de formation en France a la possibilité, s'il ne signe pas son premier contrat pro, de partir gratuitement à l'étranger. Ce n'est pas le cas en France, parce qu'il y a un accord entre les 18 ou 20 clubs, les 20 clubs aujourd'hui, entre eux, mais il peut partir, il peut partir à l'étranger. Donc il y a une perte évidente. Voilà. Après, il faut aussi, je pense, faire en sorte de trouver dans les populations qui viennent au stade ou qui regardent à la télé un renouvellement. Et c'est pour ça que l'expérience avec des solutions technologiques de mobilité, des solutions technologiques à distance, et qui sont moins élevées en termes de coût d'accès, peuvent permettre non seulement d'augmenter les droits à terme, mais surtout de renouveler la population qui va au stade. Donc un modèle, ce qu'on a essayé de faire aussi dans certains clubs, et en particulier à Lyon, mais qui soit inspiré de principes d'entreprise beaucoup plus axés sur la propriété des infrastructures, un marketing très inventif et tourné vers la satisfaction du client, des fonds propres qui permettent d'investir au bon moment dans non seulement les infrastructures mais les joueurs adaptés, donc d'avoir à réinventer en fait le modèle du foot. Et dans cette réflexion, il vient très vite pour les investisseurs la certitude de ne pas tout perdre à un moment donné, en particulier quand vous descendez de première en deuxième division, d'où la réforme sur le nombre d'équipes à l'intérieur, qui permettra, puisqu'elle a été décidée pour la première division, elle le sera pour la deuxième, j'espère, bientôt, d'avoir un nombre de clubs professionnels peut-être identique à aujourd'hui, mais répartis sur trois niveaux, 3, 2 et 1. Le modèle qui semble être le plus pertinent est un modèle à 48 clubs répartis professionnels pour la France, parce que après ça pose peut-être d'autres problèmes. C'est difficile de vouloir faire du professionnalisme partout. Voilà. Puis après, il faut des règles de gestion à l'intérieur des équipes pour faire en sorte que la compétitivité soit assurée, et il faut qu'il y ait un équilibre entre les compétiteurs. On a probablement des responsabilités en France d'accepter l'État qui intervient dans les équipes et qui dépense beaucoup plus que les autres. Voilà, donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut trouver un certain nombre non pas de remèdes, mais de solutions. Nombre d'équipes, nombre de joueurs par équipe professionnelle, plafonnement des salaires par rapport à la masse salariale peut être plafonnée par rapport au chiffre d'affaires de chaque équipe. Voilà, il y a des règles techniques. Bon, on parle beaucoup en Europe, et je pense qu'en France, ce serait aussi la solution
de joueurs formés localement, c'est-à-dire que dans une équipe, si le nombre de joueurs maximum est de 22 ou de 25, on dit qu'il y ait 8 ou 10 ou 12 joueurs formés localement, ce qui permet de valoriser la formation locale, et puis deuxièmement, d'éviter les déséquilibres trop grands entre des équipes entre elles. Vous vous êtes exprimé souvent sur l'impact sociétal d'un club professionnel de foot, d'un club de sport professionnel sur son territoire. Je voudrais vous entendre sur votre réflexion du constat actuel, de voir que le foot, si on parle donc aujourd'hui du foot, le foot attire donc des investisseurs nouveaux, de plus en plus nombreux, que ce soit au niveau de l'exploitation des droits audiovisuels avec les fonds, mais aussi dans l'acquisition des clubs. Des États s'intéressent aussi à l'acquisition de clubs français. Donc j'ai envie de dire qu'on est un peu loin de l'image très entrepreneuriale que vous développez au travers de votre projet à l'OL. Est-ce que ça doit nous amener à réfléchir à des limites ou peut-être des orientations qui soient plus, je dirais, centrées sur justement cet impact sociétal? Est-ce que et ce à quoi peut contribuer le sport au niveau de chacun de nos territoires? Bon, le problème des valeurs a toujours été un sujet, je dirais, transversal, c'est-à-dire que le sport, par définition, doit exprimer des valeurs et le territoire doit être en fait le paramètre qui définit ce qu'on peut faire au service sociétal, enfin dans une visée sociétale, et puis ce qu'on ne peut pas faire. Alors, je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux, c'est-à-dire qu'il faut de toute façon avoir une vision RSE, et d'ailleurs d'une manière générale le monde entrepreneurial est de plus en plus tourné vers ces valeurs. Et puis après, je pense qu'il y a des règles à s'imposer parce qu'on est dans le domaine du sport et que le sport, il doit être non seulement accessible à tous en termes de pratique, en termes de télévision, en termes d'utilisation, mais il doit aussi faire en sorte de laisser la libre compétition. Donc les règles qui régissent le mode de fonctionnement du championnat de France de football doivent, à un moment ou à un autre, permettre de rester dans un équilibre compétitif qui donne la possibilité à tout le monde d'accéder. De toute façon, la vision sociétale à laquelle vous faites référence, elle est indispensable aujourd'hui, encore plus dans le sport que dans les autres entreprises, mais d'une manière générale dans toutes les entreprises. Donc il faut, en ce qui nous concerne, on essaye toujours et en période de crise et en période de non-crise, d'avoir cette approche de relation avec le territoire, que ce soit du sport, que ce soit directement des loisirs ou de l'événementiel, d'avoir une relation qui fasse que tout le monde y ait accès dans toutes les conditions et de faire en sorte qu'on joue un rôle d'équité de valeur et d'accès qui soit ouvert à tous, quoi. En fait, ces discussions-là, elles viennent du fait qu'on voit peu d'investisseurs français qui investissent dans le sport. Je pense qu'on voit peu d'émulation de Jean-Michel Aulas peut-être sur les territoires. Et c'est une question qu'on se pose de savoir comment est-ce qu'à un moment donné, à notre niveau, peut-être, puisqu'il en va de l'aménagement aussi de nos territoires, je dirais la place que l'on souhaite donner au sport et au club sur nos territoires, comment est-ce qu'on fait pour attirer des grands investisseurs français et les intéresser donc au sport professionnel et au foot en particulier? Je pense que c'est lié à ce qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire qu'il faut que l'environnement soit totalement concurrentiel, que l'investisseur français ait la capacité de pouvoir mettre en œuvre une politique proche du territoire, et c'est plus facile avec des entrepreneurs français évidemment qu'avec des entrepreneurs étrangers. Un entrepreneur étranger qui intervient à Paris, il peut peut-être le lendemain
intervenir à Bordeaux ou ailleurs. Un entrepreneur français qui a son image, qui a ses convictions liées au territoire dans une région, il aura plus de difficultés à aller se transplanter ailleurs. Alors, comment on le fait? Je pense qu'il faut que le foot professionnel soit mature, qu'on considère le sport évidemment comme une passion à part de l'entreprise, mais que néanmoins l'entreprise et les valeurs qui en découlent soient tout à fait identiques à d'autres secteurs d'activité comme l'événementiel ou toutes les autres activités. Aujourd'hui, l'entrepreneur français, il a beaucoup de difficultés à se retrouver dans un système qui est un système qui n'est pas toujours très équilibré. Ceci étant, quand on regarde par exemple ce qui s'est passé sur le plan du football féminin, où depuis on a investi à partir de 2004 dans un secteur qui était vierge, et on a su constituer la première équipe européenne avec un modèle économique qui fonctionne, on se rend bien compte que c'est possible de le faire sous réserve d'avoir des normes, d'avoir un certain nombre de valeurs qui soient respectées. Alors ce qui manque peut-être dans le football français, c'est d'être plus rigoureux sur le plan des normes, de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire, et que cet équilibre compétitif soit à la base de tout. Il faut évidemment que celui qui investit dans le football en France ait la capacité à imaginer qu'il peut gagner comme un entrepreneur étranger. Mais si vous avez au milieu des États qui viennent investir 10 fois ou 15 fois ce que peut faire l'entrepreneur français, ça crée un doute et ça peut déséquilibrer en fait cette envie de venir investir en France. Vous qui êtes au sein du conseil d'administration, je crois, de la LFP. Je représente la fédération au sein du conseil d'administration. Ah oui, ok. Non, savoir si c'était des réflexions qui étaient justement menées au sein de ces deux instances, enfin plutôt de la LFP. Oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, l'arrivée de Vincent Labrune à la Ligue, donc qui est intervenu après l'épisode Mediapro, permet on va dire, repartir d'une feuille blanche. Et effectivement, il y a actuellement un certain nombre de groupes de travail, je participe à certains, qui sont en train d'essayer de voir les conditions. Alors déjà à l'intérieur du fonctionnement, je les ai évoqués, sur les tailles des équipes, sur le nombre de joueurs par équipe, sur les divisions, c'est-à-dire peut-être moins de clubs par division, mais une troisième division professionnelle qui permettrait tout ce qui permet aussi de plafonner les masses salariales par rapport en fait, au chiffre d'affaires, sous réserve d'être en conformité avec les lois européennes, ce qui est possible aux États-Unis dans les ligues plus fermées et moins facile en France avec l'Europe. Voilà, donc il y a une réflexion, oui, majeure qui va permettre je pense, redéfinir un certain nombre de choses pour que le modèle soit vertueux et intéresse en fait tous les investisseurs, en particulier français, qui veulent s'inscrire dans une longue durée. Bon, ce qui a beaucoup gêné le football, c'est que les gens ne s'inscrivaient pas sur le long terme. Et un entrepreneur, lui, peut s'inscrire souvent sur le long terme. Voilà, et je pense qu'il faut qu'on garantisse en fait aux entrepreneurs français que sur une période de long terme, eh bien, son investissement sera pérennisé par les règles que je viens de définir. De passer la parole notamment à Stéphane Testé, bien sûr, le président. Vous avez évoqué très tôt dans la crise Spotify du foot. Donc il y a un modèle. Donc là on est, j'ai envie de dire, dans le sujet. Quelle est l'idée derrière et que vous en faisiez? Quel
quel support, quelle chronologie et peut-être quel droit pourrait permettre donc supplémentaire ce Spotify du foot? C'était l'analyse venant d'un milieu plus industriel où le client, l'utilisateur est roi, qui était d'essayer de trouver le modèle qui permette à tout utilisateur ou consommateur de droits télévisés dans le foot d'y avoir accès. Et plutôt que d'être dans du linéaire, de se retrouver dans une structure qui permette d'aller chercher ce dont on a besoin. On se rend bien compte que un supporter de Marseille peut ou aimera éventuellement acquérir les droits à un instant donné de son équipe favorite dans toutes les compétitions, alors qu'aujourd'hui, s'il veut avoir accès à son équipe favorite, il faut qu'il aille acquérir les droits de toutes les équipes de tout le championnat de France, et puis si Marseille joue en Coupe d'Europe, ce qui est le cas cette année, aussi de tous les droits européens à un moment donné. Donc voilà, donc il y avait cette volonté d'essayer de réfléchir à ce qui permette à l'utilisateur, à un coût acceptable par le plus grand nombre, de trouver ce dont il a envie et qui lui permette de se fidéliser dans le secteur du foot. Voilà, alors je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cette solution-là, mais on va s'en rapprocher avec un opérateur qui peut, à un moment donné, à distance et de manière, dans une mobilité totale, donner accès à beaucoup plus de monde aux images, peut-être de plus d'équipes que le modèle que j'ai décrit, mais en tout cas d'avoir beaucoup plus de souplesse et d'y arriver. C'est un modèle qui viendrait en complément d'une diffusion, on va dire, un peu plus classique, type ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, ou Amazon Prime, puisqu'on sait que Spotify, c'est quand même des modèles qui, aujourd'hui, sont autour de 10 euros par mois, pour effectivement avoir accès à des offres et effectivement télévisuelles beaucoup plus diversifiées. C'est intéressant, mais est-ce que ça serait viable économiquement et financièrement pour l'autre côté, pour les clubs? Bon, c'est tout le modèle qu'il faut arriver à mettre en œuvre, mais bon, vous le disiez tout à l'heure, Amazon Prime, pour sa partie, on va dire, non droit télévisé, à un coût qui est extrêmement abordable. Je crois savoir qu'il y a à peu près 11 millions déjà en France d'utilisateurs. Donc 11 millions d'un côté, 1,5 million, 2 millions de l'autre. Bon, voilà, si on multiplie le nombre, ce dont on se rend compte quand même, c'est que la différence des droits télévisés dans les différents pays européens, pour sa valeur totale, elle est liée aussi et beaucoup au fait que le nombre d'utilisateurs n'est pas le même. Il est beaucoup plus important dans les autres pays. Donc en multipliant en France la possibilité d'accès au travers de solutions comme celle que va proposer Amazon dès le mois prochain, je pense qu'on peut, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, intéresser 4 millions, 5 millions, puis 10 millions d'utilisateurs à un modèle accessible à un plus grand nombre et qui débouchera à terme sur cette capacité à aller sélectionner le match, l'équipe qui nous intéresse et à un coût qui est compatible avec les possibilités économiques d'un plus grand nombre. Plus le nombre d'abonnés, on va dire que simplement le prix. Mediapro est fixé à 25 €, on sait qu'il n'y avait peut-être pas forcément le nombre d'abonnés suffisant. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la décision de confier les 10 premières journées de la Ligue 2 en diffusion en clair, donc sur la chaîne L'Équipe? Est-ce que vous pensez que c'est un bon produit d'appel qui pourrait peut-être se reproduire pour d'autres matchs? Oui, moi je pense que, alors on l'a vu en Allemagne où effectivement une partie des matchs pouvait être vue sur une chaîne en clair. Bon, moi je trouve que la valorisation de la D2 en France allait baisser de manière extrêmement importante.
parce que, on l'a dit tout à l'heure, ce qui intéresse véritablement les utilisateurs de droits télévisuels, c'est les grands matchs, les grandes équipes. Par contre, dans chaque territoire, il y a évidemment un plus petit nombre, mais un nombre conséquent sur chaque territoire de gens qui veulent voir leur équipe. Donc le fait de mettre en clair sur une chaîne plus facile à avoir tous ces matchs me paraît une excellente initiative. Moi-même, j'imaginais que pour le sport féminin et pour en faire la promotion, on puisse aussi passer en clair les matchs parce que d'une part, ça permet de voir des choses qui sont des choses positives et deuxièmement, de ne pas avoir la barrière de l'argent et culturellement, c'est toujours embêtant d'avoir une barrière qui est une barrière monétaire pour avoir accès à des droits télé. Vas-y, prends le micro, Stéphane. Oui, mon collègue Bruxelles m'a devancé sur la question du Spotify du foot ou d'une version à l'américaine comme en NBA qui permet de suivre son équipe favorite. Je pense que c'est effectivement la solution d'avenir. Moi, j'avais... Moi, j'avais deux petites questions d'ordre général sur les droits TV. Donc, on le sait, donc la réduction du nombre de clubs en L1 a été actée, je crois, c'est pour la saison 2022-2023. Ou la suivante, je ne sais plus. En tout cas, vous êtes adepte, et vous l'avez répété, de Ligue Pro privée sur 3 niveaux, donc de la L1 au national, mais avec une restriction du coup du nombre de villes moyennes. En quoi pensez-vous que cela puisse permettre une meilleure visibilité du foot français et donc de booster les droits ? Sur un autre sujet, on semble loin au niveau des droits à l'international du plafond de verre. Donc, comment booster ceci au-delà de quelques joueurs un peu tête d'affiche et tête de pont dans les clubs phares? Et puis, vous avez abordé la question de la durée du premier contrat pro. Moi, j'avais déposé un amendement il y a un peu plus de 3 ans au moment de la loi sur l'avenir professionnel pour l'allongement de ce contrat qui avait fait bondir en son temps l'UNFP. Où en êtes-vous des négociations justement avec les partenaires sur ce sujet ? Bon, donc sur l'organisation des ligues, c'est vraiment une organisation professionnelle plus que de ligues privées. Je pense qu'il faut, pour que les investisseurs français ou autres d'ailleurs viennent de plus en plus sur le football professionnel français, je pense qu'il faut réduire l'incertitude. Donc de la D1 à la D2, voire à la D3, moins il y aura de gens qui descendent automatiquement et plus on protège en fait les investisseurs. Donc moi je suis partisan effectivement d'une réduction à 18 voire 16 des ligues professionnelles et surtout je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum de descente automatique, c'est-à-dire 1, et qu'après ça soit à l'issue soit de play-off, soit de critères très précis. Mais on est bien dans un contexte de ligue professionnelle, plus ou moins fermée. Je préfère au terme de privé parce que on fait référence à la Ligue européenne privée à laquelle je ne crois pas du tout et je me suis opposé avec le président du PSG, Nasser, parce que culturellement, la France souhaite avoir ses propres compétitions entre les villes et les clubs. Sur l'autre sujet qui était... J'ai perdu. Alors, sur la partie des droits internationaux, c'était quoi? Pardon. Comment réussir à booster un peu les droits à l'international? On a l'impression qu'on est quand même loin du plafond de verre et qu'il y a quand même de la marge de ce côté-là. Sur les droits effectivement internationaux, on a une grosse marge de manœuvre, vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il faut effectivement faire en sorte que le contrat était de très très longue durée, là, trop longue. Et donc il faut pouvoir le raccourcir. Bon, je parlais tout à l'heure de droits à allonger qui étaient de 4 peut-être à 6 ans. Là, on avait signé un contrat de plus de 10 ans. Il faut effectivement se retrouver entre 6 et 8 ans de manière à faire en sorte d'intéresser un certain nombre de nouveaux entrants. Le fait d'avoir des joueurs de très haut niveau et de grande qualité permet aussi évidemment d'optimiser les droits à l'international.
Dans le précédent appel d'offres, on avait essayé de trouver des fenêtres qui permettent, du fait du décalage, en particulier sur l'Asie, d'être plus visibles. Donc ça reste aussi d'actualité. Les Anglais ont très bien su résoudre ce sujet-là à un moment donné. Alors ça ne peut pas être pour tous les matchs, mais ça peut être pour quelques matchs phares, évidemment. Et puis, d'une manière générale, je pense que le fait d'avoir des équipes en Coupe d'Europe qui réussissent, ça permet de valoriser les droits internationaux. Il y avait une autre question ou pas? Alors, le premier contrat, vous avez parfaitement raison. Je me souviens d'ailleurs du dépôt de loi qui avait permis, qui avait généré et engendré la réaction de l'UNFP. Donc, on est dans une négociation globale. Je pense que Vincent Labrune a les arguments en matière de gouvernance de la Ligue et en associant parfaitement les joueurs à cette gouvernance pour apporter un certain nombre de contreparties à cet engagement. Alors ça fait partie ou l'objet de discussions qui sont actuellement en cours, donc je ne veux pas les dévoiler totalement, mais c'est vrai qu'il y a des demandes précises de la part de l'UNFP. Bon, vous savez qu'en Angleterre, on joue pendant la période de Noël. Les joueurs en France n'aiment pas trop ça, donc il faut qu'on prenne des engagements. C'est déjà un point important. Il y a des discussions aussi sur un certain nombre de garanties qui permettent aux joueurs dans le futur de se reconvertir. Voilà. Donc c'est un ensemble très professionnel et je pense qu'on va aboutir prochainement, mais en tout cas c'est nécessaire, autrement, qui plus est en période de difficulté sur les droits de télé, la partie valorisation des transferts étant très importante. Si on n'a pas cette extension-là, on va perdre tous nos meilleurs joueurs avant même qu'ils aient pu signer un contrat professionnel en France. On a eu la chance avec Stéphane Testé là, en 2018 avec Patrick Iliou de pouvoir visiter à la fois le centre de formation, qui est un des centres de formation qui réussit le mieux aujourd'hui au niveau international, vous l'avez rappelé, sans oublier la partie féminine, où l'OL a été aussi visionnaire il y a de nombreuses années, vous l'avez dit. Des investissements qui ont été extrêmement forts, plus de 500 millions d'euros quasiment dans l'outil, dans l'infrastructure. Ça, c'était il y a 3 ans. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui de l'écosystème autour du stade, du Groupama Stadium à Lyon? Aujourd'hui, où en est-on du projet? Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on parlait de la gestion des clubs par les autres présidents, dans les autres territoires, est-ce que c'est un modèle reproductible? Bon, pas forcément, parce qu'il y a une spécificité qui fait qu'aujourd'hui, vous avez quand même un budget très, très important, près de 300 millions d'euros, un peu moins de 300 millions d'euros de budget annuel. Vous êtes coté en bourse, vous avez donc des actionnaires aussi étrangers. Et on a envie de dire, bon, quelque part, la réflexion, vous êtes propriétaire du stade, donc je crois que les clubs professionnels qui sont propriétaires de leur stade, ça se compte sur les doigts d'une main. Ça n'a pas trop évolué quand même depuis quelques années. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'on a raté à un moment donné? Parce que moi, je me souviens que les discussions sur comment on peut améliorer les ressources qui permettent de sortir de la télé-dépendance, dans la ligue professionnelle de football, elles avaient été initiées. Alors, je ne sais pas si après, il y a eu finalement le Mirage Media Pro qui est venu un petit peu éteindre des velléités d'aller plus loin. Mais qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le modèle des autres clubs, finalement? Parce qu'on parle beaucoup d'expérience match. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, à Lyon, avant le match, pendant le match, après le match, et pour faire vivre l'écosystème du Groupama Stadium? Oui, c'est un vaste sujet. Bon, on a eu une vision qui était d'ailleurs issue de nos voyages en Europe, puisqu'on est le club qui a le plus joué de matchs de Coupe d'Europe en France. Bon, je crois que c'est 270, donc c'est colossal, c'est tous les ans. Et donc, et on avait vu, en particulier dans les plus grands clubs européens, qu'ils étaient tous propriétaires de leur stade. Donc déjà, on s'était posé la question de savoir pourquoi. Et en fait,
bon, sauf en période de Covid, puisque là, malheureusement, ça se retourne contre le propriétaire du stade, au moins transitoirement. Mais en fait, l'expérience utilisateur dans le stade, et je rejoins la deuxième question, elle se crée au travers d'installations qui sont modernes, fonctionnelles, sécurisées, qui permettent de faire tout autour un certain nombre d'animations et surtout qui permettent d'être rentabilisées par d'autres activités. Alors, le stade de Lyon, qui est un stade important, puisqu'il y a 60 000 personnes, est utilisé bien sûr par les équipes masculines et féminines pour les grands matchs, mais il est utilisé aussi pendant tout l'été pour des concerts et pendant toute l'année pour des séminaires. On en fait plus de 400. Bon. Donc on est dans une rentabilisation permanente de l'infrastructure. On a reçu aussi les finales de Coupe d'Europe de rugby, les finales et demi-finales des championnats de France de rugby. On a fait du hockey sur glace à l'intérieur du stade. Enfin, donc, il est multifonction et il permet de tourner de manière beaucoup plus permanente que les stades précédents, qui étaient souvent d'ailleurs construits par l'État ou par les communes, et où on faisait un match tous les 15 jours, par définition, quelquefois 2 quand on était en Coupe d'Europe. Voilà, donc c'est un outil qui travaille 365 jours par an, et qui a, sur le plan des fonctionnalités, toutes les fonctionnalités les plus modernes. On peut évidemment avoir un niveau de sécurisation totale aux entrées. Là, actuellement, avec le pass sanitaire, on est en train de faire en sorte d'équiper l'ensemble des personnes qui contrôlent et bien des lecteurs appropriés. On a des caméras qui permettent de visualiser tout ce qui se passe et d'éviter les problèmes. On en a parlé dans un autre cadre avec une spécialisation pour les familles, un certain nombre de COP adaptés pour les fans. Et donc, on a avec des systèmes électroniques très sophistiqués la capacité de commander à sa place un certain nombre de boissons ou de sandwichs, et donc d'avoir un outil qui soit tourné vers l'utilisateur et qui permette effectivement à un plus grand nombre. Avant la construction du stade Groupama Stadium aujourd'hui, la moyenne des matchs était de l'ordre de 25 000 à Lyon. Là, aujourd'hui, elle est de 50 000 personnes. Donc, on a multiplié par 2 le nombre de gens qui viennent régulièrement dans le stade au travers de ces fonctionnalités et de ce sentiment de sécurité. Donc, c'est un point qui est important, la propriété des stades, faire en sorte qu'on ne soit pas dépendant d'un tiers et qu'on ait dans la gestion au jour le jour de ces stades la possibilité pour le club résident eh bien, de pouvoir s'organiser en conséquence. Après, pour ce qui nous concerne, on a toujours pensé que la formation était un élément déterminant. Donc, académie masculine, mais aussi féminine. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais on essaye de faire en sorte de donner l'exemple. Et il y a d'autres clubs qui sont en train de créer leurs académies féminines aussi. Donc, faire en sorte que l'académie soit toujours au plus haut niveau. C'est une première vertu, c'est que ça permet d'avoir des joueurs qui jouent dans l'équipe première et qui ont été formés localement. Et donc, c'est toujours un atout pour les supporters, mais aussi pour la dynamique du club. Deuxièmement, faire en sorte que ça soit aussi, pour le futur, un élément de valorisation. Le nombre de joueurs formés de haut niveau et qui peuvent aller jouer dans un autre club apporte aussi, quand c'est le bon moment, la possibilité au club de valoriser. C'est vrai aussi pour le joueur, parce que quand un joueur quitte son club, c'est jamais parce que le club veut le vendre, c'est parce que lui-même est attiré parce qu'il arrive à valoriser ses contrats de manière très importante. Et donc, une politique de formation est extrêmement intensive. Je donne toujours un chiffre qui est de dire qu'on investit entre 8 et 10 millions par an chaque année depuis que je suis arrivé au club
pour avoir ces résultats-là. Donc c'est un investissement, mais qui derrière permet d'avoir une vraie stratégie d'équipe et aussi de valorisation de jeunes joueurs. Après, bon, je pense qu'il faut être dans un environnement qui est un environnement marchand. On l'a dit, tout l'aspect merchandising, tout l'aspect communication. L'Olympique Lyonnais a ses propres outils de communication, chaîne de télévision, maintenant site internet qui distribue l'ensemble des images. Et donc il y a une institutionnalisation de tout ce que nous faisons et une appropriation par les utilisateurs d'une véritable entité. Et puis donc on a essayé, puisqu'on considère que demain le club de foot d'une grande ville doit être aussi l'élément, on va dire, d'ouverture sur le territoire. On a construit autour tous les outils qui permettent de faire en sorte d'être une petite ville, un hôtel, des bureaux, un centre médical très sophistiqué avec toutes les spécialités dont on peut avoir besoin, un laboratoire. Demain, une académie de tennis internationale avec un très grand joueur de tennis là, qui est Jo Tsonga. Et puis demain, d'avoir aussi une approche qui soit une approche multisport. Donc on construit avec l'Asvel, qui est un club avec lequel nous avons passé des accords. Nous sommes devenus l'actionnaire de référence, des matchs de basket et aussi des concerts dans une arena qui bénéficie en fait de toutes les infrastructures d'accès, de parking qui ont été développées sur le site. Donc un ensemble sur un peu plus de 50 hectares dans lequel on peut venir passer une journée entière tout en famille, avec un centre de loisirs au milieu et puis des activités d'académie du sport dans différentes disciplines. Donc une vision qui est une vision d'ouverture dans laquelle nous avons voulu adjoindre tous les services d'employabilité et utiliser la capacité d'attractivité d'un club comme l'OL pour faire en sorte que des gens qui ont peut-être pas toujours accès à l'emploi de manière traditionnelle puissent venir se retrouver dans des opérations de job dating sur le site et favoriser ainsi l'emploi. Bon, je le disais tout à l'heure, l'année dernière, en pleine période Covid, on a conclu plus de 1000 contrats dans des structures partenaires de l'OL. Et aujourd'hui, c'est près de 5000 personnes qui travaillent les jours de match dans l'environnement de cet ensemble. On parlait de l'expérience utilisateur à l'instant, les capacités du stade, l'affluence qui a doublé. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, bon, nous on avait été très impressionnés par les capacités de réceptifs, je crois qu'il y a 4000 places de réceptifs dans le stade, 6000, voilà, j'ai même sous-estimé, tellement c'était important. Est-ce qu'on sait aujourd'hui dire, par exemple, sur un usager qui vient au stade, sur une journée comme ça, ce qu'il va faire autour du match? Est-ce qu'il va par exemple au musée? On a eu la chance de le visiter aussi. Est-ce que le musée fonctionne bien, aussi bien qu'à Geoffroy Guichard ou pas? Oui, alors sans vouloir trahir d'informations liées, effectivement, on suit bien sûr le parcours idéal, soit des enfants, soit des parents dans le stade. Donc le parcours traditionnel passe effectivement par le musée, mais aussi par le centre de loisirs. Pourquoi pas en ce moment, puisqu'on est devenu le premier centre de vaccination de France, vacciner plus de 200 000 personnes dans le stade. Par exemple, l'expérience de samedi dernier, c'était le premier match avec ouverture du stade et accès par passe sanitaire. Donc on a réussi à faire venir pour un match amical 8000 personnes qui ont toutes été validées sur le pass sanitaire. Quand il n'y avait pas le pass sanitaire, il y avait effectivement les tests antigéniques qui permettaient de contrôler. Et donc, de la même manière, le centre de vaccination était ouvert à tous les gens qui venaient au match, pour ceux qui n'étaient pas, sans prise de rendez-vous.
Voilà, donc on essaye toujours de faire en sorte d'apporter une solution globale à la vie sociale des gens. C'est-à-dire, je viens, voir le musée, mais parce qu'il y a un match peut-être quelques temps après, j'en profite pour aller jouer au football en salle à côté. On y a d'ailleurs intégré aussi un théâtre, parce qu'on estime que l'art et la culture font partie, street art sous le stade, théâtre donc pour les jeunes et les moins jeunes à l'intérieur du centre de loisirs. Donc un ensemble d'activités dans un lieu, on était proche, on est dans l'Est lyonnais, assez proche d'un certain nombre de banlieues, voilà, qui permettent à tout le monde de venir, parce que c'est l'attractivité du foot, dans un site qui est un site extrêmement agréable et pour lequel on peut trouver tous les aspects de la vie en passant par le loisir, le sport, mais aussi l'employabilité. Oui, c'était juste pour terminer sur deux questions d'actualité législative, puisqu'on a discuté donc au sein de l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à démocratiser le sport, dans lequel il y avait un volet consacré au renforcement et aux évolutions du modèle économique. Je fais état de deux mesures. Une qui d'ailleurs visait à encadrer donc une initiative de la LFP, à savoir la création d'une société commerciale, en tout cas la possibilité donnée aux ligues professionnelles de créer une société commerciale s'ils le souhaitaient pour l'exploitation des droits. Mais il y avait aussi un deuxième point qui était un rappel d'une incitation, en tout cas, ou d'une possibilité donnée aux clubs professionnels de se structurer sous forme de SIC. Je dis ça parce que on a évoqué, vous avez vous-même parlé beaucoup d'impact sociétal, j'ai envie de dire, et voilà, notamment d'agrégation de plusieurs acteurs et typologies d'acteurs, entre autres. Voilà, déjà ces deux dispositifs donc vous appellent comme avis, et surtout ces outils, comment vous les voyez, comment vous les avez imaginés, parce que c'est une volonté qui a été reprise donc et je crois votée dernièrement par la LFP aussi, cette création de sociétés commerciales, voilà, pour qu'il y ait une idée plus concrète. Alors, sur la création de la société commerciale, c'est effectivement une volonté de tous les clubs et qui est pratiquement présente dans tous les pays, de faire en sorte, puisque la Ligue distribue l'ensemble des droits en fait télévisés pour les clubs, de pouvoir faire en sorte de professionnaliser et d'internaliser. Vous disiez tout à l'heure comment ça s'est passé pour l'appel d'offres. Et donc l'idée, c'est de dire il convient d'avoir une société commerciale qui gère pour le compte de tous les clubs cette attribution de droits. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs sont intéressés à moyen et long terme sur ce financement des droits télévisés et sur leur progression. Parce que, on le rappelait, dans tous les pays, on est dans l'UEFA, la FIFA, dans un cycle vertueux de croissance des droits. Donc oui, c'est une initiative, et merci de l'avoir fait voter, parce que c'est extrêmement important pour le football français de maîtriser à moyen et long terme l'ensemble et l'évolution de ces droits télévisés et de pouvoir y associer des gens qui financièrement ont la capacité de nous aider à sortir de cette mauvaise passe à court terme et de pouvoir amortir sur du long terme cette ouverture sur des droits qui seront, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vont changer du linéaire. On va passer à un certain nombre d'offres beaucoup plus individualisées, personnalisées et non linéaires dans le futur. Donc c'est une possibilité. Et sur la deuxième initiative, alors je me souviens plus ce que c'est. Oui, la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif. Oui. Ouais, bon, personnellement, je suis pas très
comment on va dire, compétent pour pouvoir juger de l'intérêt de cette disposition. Moi, je pense que voilà, on a dans le dispositif des sociétés commerciales tout le niveau qui permettent, pour ce qui nous concerne, hein, d'avancer et de fédérer un certain nombre de partenaires. Bon, bien sûr, il y a toujours d'autres possibilités, mais personnellement, je ne les connais pas bien et ce n'est pas dans ma philosophie. Pour commenter, puisqu'on l'a construite ici et voté au Sénat l'Assemblée, la balle est maintenant dans le camp, on va dire, des sénateurs. C'est une société commerciale qui a pour vocation, en fait, un point intéressant, à, j'ai envie de dire, réinvestir les bénéfices dans la durée. Donc on est sur, j'ai envie de dire, une vision commerciale, mais plus capitalisation que distribution, si on peut employer un terme financier, ce qui répondait à notre sens donc à cette idée de donner de la visibilité, que ce soit en termes de sécurisation des normes, on va dire, ou peut-être des investissements, mais aussi du temps pour pouvoir donc envisager les projets. Donc, et c'est vrai qu'on l'a envisagé aussi, surtout peut-être pour ces réflexions sur le modèle économique féminin qui fait partie aussi de ces missions. On aura l'occasion aussi d'avoir des acteurs sur ce sujet-là. Voilà, puisque la femme est l'avenir de l'homme, c'est cela, c'est ce qu'on dit. Donc peut-être que le modèle économique aussi féminin va pouvoir ouvrir la voie à des réflexions. Et vous êtes en charge de cette question-là maintenant aussi, à la fédération ou à la Ligue? Oui, non, à la fédération, donc chargée du développement effectivement du football féminin, avec deux autres responsables donc dans le sport plus amateur et le sport professionnel. Donc oui, non, mais on va regarder le sujet. Bon, j'évoquais là tout à l'heure en matière de droit l'idée que effectivement un certain nombre de retransmissions aussi de matchs féminins, puisque l'intégralité de la D1 Arkema est sur actuellement Canal+, qu'on puisse aussi avoir en clair pour permettre une plus grande diffusion, favoriser aussi la relation avec les partenaires, parce que plus il y a évidemment de diffusion et plus les partenaires sont intéressés. Voilà, et autrement, on est sur tous les sujets d'organisation de la formation et puis de faire en sorte, on l'a dit tout à l'heure, d'organiser la formation des jeunes filles entre la fédération et les clubs professionnels qui vont créer, à l'instar de ce qui a été fait chez les garçons, des académies, et donc de trouver le mode harmonieux de fonctionnement entre ce qui est centralisé fait par la fédération, probablement plus tourné vers la préformation, et puis ce qui est lié, je dirais, à la post-formation, formation et post-formation, qui pourrait être prise en charge par les clubs. En tout cas, c'est ce à quoi on travaille en ce moment. Je crois qu'on a terminé, hein, monsieur le rapporteur. Pour vous libérer, merci beaucoup pour tous ces échanges. On aura l'occasion de se revoir pour le derby, donc c'est le 3 octobre. Pour les masculins. Mais attention, maintenant, il y aura aussi le derby féminin, puisque nous remontons en Ligue 1. Voilà, pour une fois qu'il y a une décision sportive qui nous est favorable. La fédération a repêché l'AS Saint-Étienne pour permettre effectivement d'avoir... parce que ça faisait 2 ans qu'ils finissaient en tête, les pauvres, et que les matchs étaient... Enfin, le championnat était arrêté. Et donc voilà, donc il y aura à nouveau des derbies aussi côté féminin. Et c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, monsieur le Président, mes chers collègues. Merci à vous.